Je me suis éloigné de l'homme avec qui j'avais passé la nuit et je me suis réveillé lentement. Mon premier réflexe fut de me rafraîchir. Mes muscles étaient légèrement endoloris, conséquence d'une nuit passionnée, et j'éloignai mon corps détendu mais épuisé de l'endroit douillet et chaud où il se trouvait. Sortant discrètement de la salle de bain, je m'apprêtais à me glisser à nouveau dans ses bras lorsque je remarquai qu'il commençait lui aussi à se réveiller. Je sentais sa respiration s'intensifier tandis que sa main chaude se posait sur ma peau. Je lui ai rappelé le bon temps que nous avions partagé en le touchant doucement. Je me suis rapproché de Greg, qui a gémi doucement. Bientôt, nous avons pris un rythme, nos corps se déplaçant en parfaite synchronisation. Le suspense montait, les émotions me submergeaient et je me soumettais aux sensations, aimant chaque seconde. Oui, c'est tellement agréable, ai-je murmuré en me frottant à lui. Il m'a fait basculer, ne me laissant pas me détendre, et m'a rapproché de lui. Sans jamais ralentir, il a murmuré, « Tu es incroyable ». Je me suis senti libre, vivante, complètement perdue dans l'instant. Nous avons bougé en parfaite harmonie, savourant chaque seconde de proximité jusqu'à ce que l'intensité atteigne son paroxysme. Mon Dieu, mon Dieu! J'ai poussé un cri. Tu es incroyable. Greg, continue. Continue. Tant que tu ne m'auras pas dit à qui tu appartiens, je ne le ferai pas, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. J'avais besoin de Greg pour le contact physique, mais j'aimais toujours Mike. Je n'étais pas prête à me donner entièrement à Greg, et je n'étais pas sûre de pouvoir le faire un jour. Je ne croyais pas être amoureuse de lui, et nos brèves rencontres ne duraient que 3 ou 4 semaines. En fait, j'adorais toujours Mike, un Mike doux et gentil avec son comportement doux. J'ai fait l'amour avec Mike, et c'était intense, passionné et fou avec Greg. Je suis restée silencieuse parce que je savais que ce n'était pas le moment de m'engager complètement avec Greg, même si je ne savais pas combien de temps je pourrais maintenir un équilibre entre eux deux. À qui appartiens-tu? Pas de réponse pour l'instant. Et puis l'impensable s'est produit. J'étais sur le point de le faire lorsqu'il s'est arrêté. Son rythme est resté constant, mais il s'est simplement arrêté. Bon sang, c'est à toi. Donne-le-moi rapidement et avec force maintenant. Fais-le, s'il te plaît. S'il te plaît. Enfin, il se déplaça délibérément et lentement, me narguant à chaque pas. Ma colonne vertébrale tressaillit lorsque ses mains parcoururent mon corps. Dis-moi à qui tu appartiens. Dit Greg d'une voix profonde et exigeante. Greg, s'il te plaît, serre-moi plus fort. J'ai haleté. Il a accéléré le rythme juste assez pour me tenir en haleine sans me laisser m'effondrer. Il a gardé le contrôle, peu importe à quel point je me suis cambré contre lui ou à quel point j'ai bougé frénétiquement. À qui appartenait le corps de la nuit dernière? Greg, c'est le tien. Rien que le tien. J'ai pris une inspiration. Ne vous arrêtez pas, s'il vous plaît. Qui te possède en ce moment? Sa poigne s'est resserrée, son souffle chaud contre ma peau. Je suis à toi, Greg. Pas à Mike. Non, seulement toi. Mike ne te touchera plus jamais, n'est-ce pas? Une voix masculine froide se fit entendre du côté du lit, c'est peut-être vrai. Mais le couple haletant et se tordant, pris par la passion, ne l'entend pas. Non, ma chérie. Il n'y a que toi. J'ai haleté. Maintenant, tiens-moi, ne t'arrête pas. À ce moment-là, Greg a été poussé vers l'avant par le poids d'une botte militaire d'une silhouette sombre au pied du lit. La tête de Jessica a heurté la tête de Lee au 3e impact après qu'ils aient été poussés à nouveau, reculant sous la force de la botte. Greg se précipita immédiatement hors du lit, réalisant instantanément qu'il n'était plus seul. Au début, j'ai pensé qu'il se débattait simplement. Mais je me suis arrêté un instant avant de me tourner vers les visiteurs inattendus. L'homme le plus proche se tenait près du lit, une bombe aérosol à la main. Il l'a pulvérisée directement sur le visage de Greg et le mien au moment où je m'apprêtais à crier. Lorsque mes pensées se sont enfin éclaircies, j'ai découvert que j'étais assise, nue et attachée à une chaise, et que je sombrais lentement dans l'inconscience. Secouant la panique déclenchée par ma situation, j'ai désespérément espéré me réveiller de ce cauchemar, mais en vain. C'était bien réel. Je n'étais pas seul dans cette pièce. Mon amant, Greg, était également nu et attaché à une chaise similaire. Un dernier souvenir a lentement refait surface dans mon esprit. Greg et moi avions passé la matinée au lit avant d'aller travailler, car mon mari, Mike, venait de partir pour un voyage d'affaires de 3 jours 2 jours auparavant. Nous étions déjà près du bord lorsque j'ai entendu un bruit et que le monde s'est soudainement évanoui dans le noir.
J'ai commencé à paniquer en jetant un coup d'œil dans la pièce. Je n'étais jamais venu ici auparavant. Nous avions dû être kidnappés et transportés depuis ma maison, probablement à des centaines de kilomètres de là. La pièce mesurait environ 3 mètres sur 3, était construite en blocs de béton et peinte en gris clair, avec un éclairage fluorescent bon marché au-dessus de la tête. Contre le mur du fond se trouvait un simple bureau en métal sur lequel étaient posés plusieurs documents bien rangés, ainsi qu'une chaise de bureau. À côté des papiers se trouvait un écran d'ordinateur et un clavier. Des cartes encadrées de notre district, de différentes tailles et échelles, ornaient les murs latéraux. J'ai tourné la tête pour regarder le mur du fond, car nos chaises étaient placées près du centre de la pièce. J'ai vu une porte fermée et un homme en tenue de camouflage militaire au garde à vous. Me souvenant de ma nudité, j'ai rapidement rougi et me suis détourné. À ce moment-là, la tête de Greg a commencé à bouger. J'ai crié son nom en détresse parce que je voulais vraiment qu'il soit conscient avec moi, même si je n'étais pas sûr que cela aiderait. Finalement, je l'ai entendu se débarrasser de son état de somnolence et demander « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Comme si je savais comment lui répondre. L'homme près de la porte a parlé dans un interphone proche. « Cap, ils sont tous les deux réveillés. » Je l'ai, dit une voix à moitié familière, étouffée par les parasites à l'autre bout du fil. J'arrive. Un instant plus tard, la porte s'est ouverte. Quand j'ai regardé pour voir qui était entré, j'ai reçu une gifle sur le visage. La voix a dit, « Regardez devant vous. » Le bruit des pas m'a fait froid dans le dos. La tête baissée, nous ne pouvions voir que le sol et nos corps nus. D'autres pas se sont rapprochés et un homme en pantalon sombre et en bottes s'est approché du bureau. La main qui me maintenait la tête baissée fut enfin retirée. J'ai lentement levé les yeux pour voir mon bourreau. Il portait les mêmes vêtements noirs que l'homme qui était entré le premier dans la chambre. Puis j'ai vu son visage et, à ma grande horreur, j'ai été soulagé. C'était Mike. Maintenant que mon mari était arrivé, tout irait bien. Il protégerait non seulement Greg, son ami intime, mais aussi moi de cette situation. Mais j'ai ensuite remarqué la tristesse et la rage dans ses yeux. Il nous connaissait. Il savait pour Greg et moi. C'était pire que ce que j'avais imaginé. Mike, je suis vraiment désolé, ai-je commencé en pleurant. Je devais lui dire que ce qui s'était passé avec Greg n'était qu'une erreur et que je l'aimais. Mike. Arrête, femme adultère, m'a-t-il dit. Mike. Qu'est-ce que c'est que ça? Je croyais qu'on était copains. Imbécile, arrête de parler. Je devrais te dire la même chose, parce que les amis ne couchent pas avec les femmes de leurs amis, n'est-ce pas, mon pote? Greg tressaillit légèrement lorsque Mike prononça le dernier mot avec fureur et sarcasme. C'est arrivé, Mike, s'il te plaît. Tu étais souvent en voyage d'affaires. Je me sentais seul, et pas d'excuses. Il donna un grand coup de paume sur le bureau. N'essayez pas de me tromper. Ce n'est pas la peine d'utiliser tous ces clichés pathétiques. Il est trop tard. Ne t'ai-je pas proposé de t'emmener dans ces voyages? Bien sûr, les journées auraient été un peu solitaires, mais tu aurais pu découvrir les sites touristiques, et la nuit, nous aurions été ensemble dans des endroits exotiques partout dans le monde. Mais tu as choisi un autre chemin, un chemin qui nous a tous menés ici. Ça n'a pas à se terminer de cette façon, Mike. Non, ce n'est pas comme ça que ça va se terminer. Je te dirai exactement comment cela se terminera, mais souviens-toi de ceci, tu l'as cherché toi-même. Qu'est-ce que j'ai toujours dit quand on parlait d'infidélité? Tu te souviens? Tu as raison d'utiliser le passé, aimé. Tu as tué mon affection pour toi à l'instant où tu as couché avec cette ordure. Mon cœur n'a plus rien pour toi. Souvenez-vous de mon avertissement, tous les deux. Vous ne savez pas grand-chose de moi ou de mon expérience dans le service. Je n'en suis pas particulièrement fier, mais le sergent et moi avons excellé dans ce que nous faisions. Seuls 2 membres de notre équipe ont été blessés au cours des quelques 200 missions que nous avons menées à bien. Vous voyez, avec plus de 450 cibles confirmées, nous étions la meilleure unité d'élimination du gouvernement. La terreur qui se lisait sur leur visage n'avait pas de prix, mais ce ne serait pas la dernière fois que Jessica et Greg connaîtraient la peur. Ce n'était que le début de leur horreur. Je suis Mike Reynolds, et peu de gens connaissent mon passé. Je suis né dans une ville moyenne du Midwest, et j'ai grandi avec une canne à pêche dans une main et un fusil de chasse dans l'autre. Mon père et moi les utilisions tous les week-ends. Nous étions une famille très unie, ma mère et mon père comptaient beaucoup pour moi.
J'ai été bouleversé et plein de ressentiment lorsque mon père a été tué par un automobiliste en état d'ébriété. Malgré mes démêlés répétés avec la justice, je leur ai simplement ri au nez. Bien sûr, il faut poursuivre un enfant qui a cassé une vitre, mais il ne faut pas empêcher les conducteurs ivres de conduire, comme l'homme qui a tué mon père. Assurons-nous que nos priorités sont claires, n'est-ce pas? Cet état d'esprit m'a permis de m'en tirer à plusieurs reprises, mais un policier astucieux a repéré la direction que je prenais et m'a mis en prison pour la nuit. Le lendemain, il a dit à ma mère, la remise des diplômes est pour bientôt. Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire ensuite? Il lui a donné une réponse alors qu'elle n'en était pas capable. Il devrait être envoyé dans le corps des marines. Il a besoin d'une thérapie, et il ne va pas voir un psy, n'est-ce pas? Ils lui proposeront une thérapie différente. J'étais moi-même un voyou en colère quand je me suis engagé, et ça m'a remis d'aplomb. Incapable de trouver une meilleure solution, ma mère a fini par accepter. Ils ont en quelque sorte réussi à me persuader que j'étais le voyou irascible, stupide et inflexible que j'étais. Me briser et me reconstruire de fond en comble, tel était l'objectif de mon instructeur. Il m'a appris à canaliser ma colère, à la concentrer et, surtout, à attendre le bon moment pour frapper. Il m'a enseigné et démontré que la sagacité et l'expérience triomphent toujours de l'inexpérience et de la jeunesse. Il m'a beaucoup appris, et grâce à mes compétences, je suis rapidement devenu le meilleur tireur du champ de tir. Cela m'a permis de passer l'examen de qualification de tireur d'élite, que j'ai réussi sans problème. J'ai été transféré dans une unité d'opération secrète, où je me suis entraîné avec les meilleurs des meilleurs. Au bout d'un certain temps, j'ai été invité à rejoindre une équipe d'opération spéciale. Grâce à ma petite taille, 167 cm, et à ma solide charpente, je pouvais me déplacer discrètement et rester invisible sans problème. Cela permettait aussi aux gens de me sous-estimer, ce qui s'est avéré très utile dans mon travail. C'est là que j'ai rencontré le sergent. Après avoir quitté l'armée, j'étais complètement vidé de ma vie de tueur et j'aspirais à une vie normale. Oui, j'avais terminé ma thérapie. Je n'étais plus en colère. L'idée que j'étais un homme inoffensif, agréable et sans prétention était renforcée par le fait que je maîtrisais désormais parfaitement mon tempérament. Quelqu'un avec qui on aimerait se lier d'amitié. Mais en dessous de ça, j'étais toujours le genre d'homme qui pouvait tuer à main nue de 25 façons différentes. Dans l'armée, je devais avoir une confiance totale en mon équipe, et je leur montrais par mes paroles et mes actes qu'ils pouvaient avoir la même confiance en moi. Cette confiance est devenue un élément fondamental de mon identité. Essayant de reprendre le contrôle d'une situation désespérée, j'ai dit, Mike, ce n'est pas drôle. Maintenant, allons-y. Mike est resté là, le regard froid et inébranlable, la détermination inébranlable. Je ne veux pas laisser de traces sur votre peau, sinon je vous tabasserai tous les deux tout de suite. De plus, tu as raison, ce que toi et Greg avez fait n'est absolument pas drôle. S'il te plaît, Mike. Il n'y a pas si longtemps, tu criais, s'il te plaît, Greg, en t'offrant à lui, espèce d'adultère égoïste. Tu n'as pas le droit de plaider pour quoi que ce soit. Il est évident qu'aucun de vous n'a de respect pour moi. Les conséquences de cette trahison seront maintenant ressenties par vous deux. Comme je l'ai déjà dit, le sergent et moi faisions partie d'une équipe d'élite dans l'armée. La façon dont nous gérions les situations donnait l'impression que la majorité de nos cibles étaient mortes de maladie ou d'autres causes naturelles. Bien que les engins explosifs et les balles puissent être très efficaces, ils ne sont pas toujours les meilleures options. C'est le message que vous souhaitez faire passer qui le détermine. Vous, les deux négociants, êtes actuellement assis à 3 mètres sous le sol de notre garage. Lorsque j'ai acheté cette maison, Sergent et moi avons creusé un sous-sol et l'avons aménagé dans le plus grand secret. Nous sommes les seuls à le savoir. C'est ici que je suis revenu après que tu m'aies déposé à l'aéroport il y a quelques jours. Je suis resté ici ces 2 derniers jours, à vous regarder me trahir. Il a pris l'ordinateur de bureau et a allumé l'écran, affichant une image fixe de Greg et moi au lit, nus et amoureux. Parfois, c'était un spectacle assez sauvage. Jessica, il te serait facile de gagner ta vie dans l'industrie des adultes. Jugez-en par vous-même. Il appuya sur une touche du clavier et l'image s'anima. Greg utilisait toutes ses forces pour la pénétrer. Greg, bon sang. Tu es merveilleux. La petite taille de Mike ne pourrait jamais réaliser cela, n'est-ce pas? Non, c'était impossible. Oui, plus fort et plus profondément, bébé. Donne-moi tout ce que tu as. Mike appuya à nouveau sur le bouton, figeant la scène à l'apogée de son plaisir. J'aime beaucoup ces moments-là.
Cela m'attriste que le sexe ne te suffise pas et que tu doives m'humilier en plus, dans mon propre lit. N'est-ce pas? Mes yeux se sont remplis de larmes. Greg baisse la tête, honteux. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Demande Greg. Il ne s'agit pas de ce que je vais vous faire, mais de ce que vous vous êtes fait à vous-même. Je dois admettre que j'ai un peu poussé les choses dans cette direction. C'est pourquoi je vous ai parlé de ma carrière militaire. Vous n'en parlerez à personne. Maintenant, écoutez bien. Il existe une maladie rare et peu connue, la fièvre du feu brésilienne, ou BFF. Nous l'avons utilisée de nombreuses fois et assez bien. Le virus se propage facilement dans le sang et par contact sexuel. C'est presque garanti. Et le plus beau, c'est qu'il n'existe aucun remède. Il n'existe aucun remède. Oh, non. Mike, tu ne l'as pas fait. Non, je ne l'ai pas fait, m'a-t-il coupé. Greg l'a fait. Quoi? Ce n'est pas du tout ce que j'ai fait. Jamais je ne le ferai. Imbécile, arrête de parler. Mike lève la main pour frapper Greg mais se ravise rapidement. Je vais dissiper toutes les idées fausses que tu as pu avoir sur le fait que ton amant est un homme à une seule femme, Jessica. J'ai envoyé cette ordure à notre bureau de Rio la semaine dernière parce que j'étais son patron et un ami proche. Il y est resté une semaine entière. Bien sûr, j'ai trouvé toutes les excuses possibles pour éviter de coucher avec toi, femme adultère, parce que je ne savais pas quelle maladie il avait pu te transmettre. En outre, je voulais que vous soyez tous les deux prêts et sur le qui-vive. Greg devait revenir le jour même où je devais partir pour 3 jours à notre bureau de New York. Cela vous a donné à tous les deux l'occasion parfaite d'agir sur ces sentiments dégoûtants, luxurieux et traîtres. Inutile de dire que vous ne m'avez pas déçu. Ma fidèle épouse adultère, ma putain infidèle, n'a même pas hésité. 2 heures après le décollage de mon avion, tu l'as rejoint à l'aéroport. Puis, vous êtes revenu ici et vous vous êtes mis au travail, comme des lapins, n'est-ce pas? J'ai pleuré en disant, non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. N'osez pas me mentir, misérable. Voulez-vous que je vous fasse écouter l'enregistrement? Tu as laissé une traînée de vêtements dans le couloir qui mène directement à notre lit, n'est-ce pas? Notre lit, femme adultère. Tu m'as trahi dans notre propre lit. Dis-moi, m'as-tu jamais respecté, dit-il, le ton vif et perçant. Ou as-tu toujours été une femme adultère qui ment et trompe? Non, non, non. Assez d'idiotie. J'insiste pour que vous nous relâchiez. La voix de Greg tremblait un peu, mais il persista, disant que vous ne pouviez pas nous garder ici pour toujours. Ne la traitez pas comme ça. Tu l'as aimée un jour. Vous avez raison sur un point. Je ne peux pas vous garder ici indéfiniment. Mais je n'en ai pas besoin. Je l'ai aimée aussi. Je lui ai donné tout ce que j'avais. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, qu'elle me respectait et qu'elle me faisait confiance. Que ai-je reçu en échange? Trahison et mensonge. Tout ce que j'ai demandé, c'est de l'amour et du respect. Ce n'était pas trop? Jessica, c'est évident maintenant, tu n'as jamais été capable de me donner ça. Revenons à mon histoire. Jessica, je déteste être celui qui te le dit, mais Greg t'a trompé au Brésil le soir même de son retour à la maison. Et il a fait plus que cela, parce que je sais que cette femme héberge le virus dont j'ai parlé. Mike étudia leur visage. Jessica secoua la tête, refusant de penser que Greg ait pu la tromper. Cependant, Mike pouvait voir à l'expression de terreur pure de Greg qu'il venait de dire la vérité. Greg, dis-lui que ce n'est pas vrai. Je l'ai supplié. Dis-lui. Mais il a suffi de regarder son visage, la honte et la peur qui y étaient inscrites, pour que je comprenne la vérité. Oh, mon Dieu! Tu as raison, menteuse. Cependant, votre adultère de pacotille n'a fait que saluer Greg. Si Greg avait été un homme fidèle et digne de confiance, il se serait éloigné, sachant très bien qu'il serait de retour dans tes bras aimants dans moins de 18 heures, alors que je n'étais pas en ville. Mais tu ne pouvais pas attendre, n'est-ce pas? L'ironie, c'est que l'imbécile avec lequel tu as choisi de me trahir est aussi celui qui t'a trahi, Jessica. Il m'a fait un sourire narquois. Vous êtes immédiatement revenu ici, comme je l'ai déjà dit, et Miss Adultress a été infectée par Mystère Loyal, non pas une, mais 2 fois. Dans des moments comme celui-ci, Greg, tu as toute mon admiration. La salle était silencieuse, mais le sarcasme dans sa voix persistait. Laissez-moi vous expliquer BFF plus en détail. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de remède.
Les médecins ont fait tous les efforts possibles, mais sans succès, pour retarder son apparition ou atténuer ses symptômes. Cependant, il a été démontré involontairement que la vitamine E accélère et exacerbe l'apparition des symptômes. Bientôt, vous recevrez tous les deux une dose élevée. L'incubation de la BFF dure de 2 à 5 jours. Il est probable que vous ferez tous deux l'expérience de la première phase de la maladie presque en même temps. Après tout, Greg n'a été infecté que 20 heures avant de vous transmettre la maladie. On l'appelle la fièvre du feu parce qu'elle cible le système nerveux, ce qui entraîne une sensibilité accrue des nerfs. On a l'impression d'une brûlure au 2e degré chaque fois que l'on touche la peau. Vos yeux deviennent si sensibles que tout ce qui vous entoure devient d'un blanc aveuglant jusqu'à ce que votre nerf optique se consume et vous rende aveugle. Il en va de même pour l'ouïe. Jusqu'à ce que vous perdiez complètement l'ouïe, heureusement, le son d'une goutte d'épingle est assourdissant. Mais avant cela, vos nerfs moteurs commenceront à se détériorer, ce qui vous paralysera. Au stade final, vos nerfs autonomes s'arrêteront, entraînant une insuffisance cardiaque, et vous mourrez d'une mort très, très atroce. L'ensemble du processus prend environ 3 à 4 jours à partir de l'apparition des premiers symptômes, qui devraient se manifester au bout de 2 heures environ. Comme il s'agit d'une maladie peu courante qui sévit surtout en Amérique du Sud, je prédis que les médecins ne seront pas en mesure de la diagnostiquer avant que vous ne soyez mort. Sergent a accepté ce pari parce qu'il pense que notre hôpital est excellent. Si je me trompe, je lui paierai volontiers $5. Cela n'a pas vraiment d'importance. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de remède, seulement de la douleur et une souffrance indescriptible. Je voulais que vous ressentiez ne serait-ce qu'une fraction de la douleur que vous m'avez causée. Et c'est le meilleur moyen auquel j'ai pensé. Au cas où vous vous inquiéteriez pour moi, je suis en ce moment à New York avec un ancien coéquipier qui me ressemble beaucoup. Cet après-midi, il rentrera en avion et nous échangerons nos vêtements dans les toilettes de l'aéroport. Ensuite, j'appellerai un taxi et je discuterai avec le chauffeur jusqu'à chez moi. Je lui demanderai même de m'aider à porter mes sacs à l'intérieur, et lorsque nous entrerons dans la maison, nous trouverons la trace des vêtements que vous avez laissés tous les deux en allant dans la chambre. Et c'est là que nous te trouverons, à moitié nu, effrayé à l'extrême et dans une angoisse croissante et atroce. Nous appellerons le 911 et nous vous emmènerons à l'hôpital, bien sûr. Je serai le mari choqué, la pauvre victime en deuil, avec un alibi en béton. Ils finiront par découvrir que Greg a contracté la maladie lors de son bref voyage dans le sud et qu'il a immédiatement infecté sa maîtresse à son retour. Vos familles seront déshonorées par votre chute publique. Vos souvenirs seront éternellement entachés. Vous avez eu exactement ce que vous méritiez, diront certains. Vous le savez depuis combien de temps? Jessica sanglote. Depuis la toute première fois que vous vous êtes rencontrés ici, dans ma maison, dans notre lit, espèce d'ordure irrespectueuse. À cause de mon ancien métier, je fais surveiller ma maison. Nous sommes tous les deux constamment en danger face à des agents ennemis en quête de vengeance. Après que Greg se soit présenté ici la première fois, j'ai dû installer une caméra dans notre chambre pour enregistrer vos petits jeux ensemble. Quelle ironie! Ton destin a été scellé par le système même que j'ai mis en place pour assurer notre sécurité, n'est-ce pas? Espèce de fou, pourquoi diable devais-tu nous tuer? J'étais ton meilleur ami, bon sang. Greggy, je le répète, tu t'es ruiné. La femme adultère n'a fait que flirter avec toi, elle n'a même pas eu besoin de te séduire. Elle n'avait qu'à dire bonjour, et tu t'es occupé du reste, il s'est avéré. Tu serais donc encore en vie si tu avais été fidèle à ma femme infidèle ne serait-ce que quelques heures. D'ailleurs, je vous ai prévenu, tous les deux, plus d'une fois. La loyauté est très importante pour moi, comme je l'ai dit. Et j'ai été très clair sur le fait que quelqu'un mourrait si j'étais trahi. Au cas où ma chère épouse aurait oublié ce que j'ai dit ce matin-là avant de partir, j'ai un enregistrement pour vous rafraîchir la mémoire. Je vous le fais écouter maintenant. Mike appuya 2 fois sur l'ordinateur et l'écran s'anima, révélant notre cuisine telle qu'elle était ce matin-là, le matin où Greg était revenu d'Amérique du Sud, le matin où il était parti pour New York, le matin où j'avais contracté ce virus mortel. La valise de Mike était posée sur le sol et il m'a parlé pour la dernière fois avec de l'amour dans la voix. Jessica, dit-il, tu sais que je t'aime plus que tout au monde, n'est-ce pas? Je t'aime, ma chère, bien sûr. Je t'aime aussi. Et tu sais que j'apprécie la confiance et la loyauté plus que tout, n'est-ce pas? Je m'en souviens, tu me l'as souvent dit, ai-je répondu affectueusement. Alors, tu comprends que si jamais tu me trompes, tu sais ce que je dis toujours dans ce cas. Oui, bébé, quelqu'un mourra. Ça ne te semble pas un peu excessif?
La confiance totale est la base sur laquelle ma vie entière est construite. Ce type de foi n'est pas quelque chose que l'on peut abandonner comme ça. Alors laisse-moi te dire ceci tout de suite, s'il y a quelque chose, et je dis bien quelque chose, que tu as fait et que tu sais que je serais en colère si je le découvrais, dis-le-moi tout de suite, et je te pardonnerai. Si tu te confesses dans les 2 minutes qui suivent, je te pardonnerai tout ce que tu as pu faire. Après cela, les jeux sont faits, et tout revient à la norme initiale. Mon visage s'est brièvement éclairé de peur alors que je me demandais s'il était au courant de quelque chose. Puis j'ai rapidement détourné le regard, gêné. Sur le moment, j'ai cru que je pouvais le tromper. Je ne veux pas lui faire de mal et il ne le découvrira jamais. Ma liaison avec Greg sera bientôt terminée et il n'en saura rien. Il n'y a pas de mal. Personne ne sera blessé. Pas de véritable trahison. Non, ma chérie, ai-je dit. Je ne pense à rien. Cependant, je pensais déjà à notre prochaine rencontre quelques heures plus tard, ainsi qu'à la dernière fois que Greg et moi avions partagé un lit. Je ne voulais pas parler à Mike de ma liaison avec Greg et gâcher ses sentiments. Tu sembles un peu trop plongé dans tes pensées. Tu es sûre qu'il n'y a rien à avouer, chérie? Es-tu absolument certaine qu'il n'y a rien que tu veuilles me dire? La confession est excellente pour l'âme, et à l'occasion, elle peut épargner beaucoup de chagrin à tout le monde. Je rêvais de nous, ma chérie. Je me réjouis de t'accueillir à la maison dans quelques jours. J'ai regardé avec effroi la télévision me montrer en train de me tourner vers Mike, en dissimulant soigneusement mes sentiments. Dernière chance, murmura-t-il, son visage se refroidissant, me faisant froid dans le dos. Si je découvre quoi que ce soit plus tard, quelqu'un mourra. Mike éteint l'enregistrement. Est-ce que j'avais vraiment besoin d'être plus clair? J'ai même appelé Greg depuis l'avion, et nous avons eu à peu près la même conversation. Vous n'avez pas l'air d'être le genre d'homme à aller jusqu'au bout. Nous n'avons pas supposé que vous le pensiez littéralement lorsque vous avez dit ces choses. S'il vous plaît, ne nous faites pas ça. Les larmes coulent à nouveau sur son visage. Vous n'écoutez pas. Vous vous êtes fait ça à vous-même, et maintenant vous avez l'audace de demander de la compassion après m'avoir trahi, m'avoir manqué de respect et m'avoir humilié? Vous avez tous les deux agi avec un mépris total et sans la moindre considération pour moi. Maintenant, vous avez pratiquement signé votre propre arrêt de mort, et vous avez le culot de me reprocher votre manque total de moralité et de loyauté? J'ai toujours dit que si tu me trompais, ne serait-ce qu'une fois, ou si tu étais contrainte ou droguée, seul ton amant mourrait. Ce n'est évidemment pas le cas. Mais Mike, tu as mon amour. Tu as une façon bien étrange de le montrer. Quelle merveilleuse démonstration d'amour pour ton mari en couchant avec son meilleur ami dans son dos. Sans parler de notre lit conjugal. Nous n'étions mariés que depuis 3 ans quand tu es parti vers de nouvelles aventures, alors tu n'as même pas attendu aussi longtemps après notre mariage. Le monde sera meilleur sans des gens comme toi et Greg, sans votre soi-disant amour, amitié, respect, et surtout sans votre dégoûtant abus de confiance. Le sergent prend la parole. Le temps est presque écoulé, capitaine. Il est impératif que nous respections l'horaire. Merci, sergent. Mike se tourna vers eux. D'accord, alors dites-moi, qu'est-ce que j'ai fait exactement pour mériter cette trahison dégoûtante? Rien. Je vous ai bien traités tous les deux, peut-être trop bien. Et vous n'avez jamais éprouvé le moindre remords, bien au contraire. Vous m'avez manqué de respect autant que vous le pouviez, me forçant à vous regarder faire, impuissante, tout en vous moquant de moi, en riant de l'inutilité de mon équipement. Pour dire les choses simplement, tout cela est de votre faute. Je vous ai même prévenu tous les deux le jour où Greg est revenu du Brésil, en vous donnant une dernière chance. J'ai pris la décision audacieuse de vous dire une fois de plus, trahissez-moi, et quelqu'un mourra. Les injections de vitamines sont-elles prêtes, sergent? En effet, Cap. Il est temps de leur dire adieu, alors. Vous allez me manquer. C'est dommage que votre moralité soit comparable à celle d'une paire d'animaux errants. Mike s'approcha de la table et prit la seringue. C'est juste assez pour produire une paralysie. Il enfonce l'aiguille dans le corps de Greg, précisant que même si les premiers symptômes de la maladie sont apparus, ils ne sont pas assez graves pour égarer les médecins. Ensuite, il m'a fait l'injection. Mes articulations ont commencé à se raidir et j'ai lutté furieusement pour me libérer. Oh non, Mike. Je suis vraiment désolé. La réalité de ces mots est devenue brutalement claire alors que les symptômes s'installaient à une vitesse effrayante. Au prix d'un effort considérable, j'ai forcé mes derniers mots, je t'aime. Il a croisé mon regard et,
pendant un instant fugace, son visage glacé et rigide s'est adouci, immédiatement avant que la pièce ne devienne de plus en plus lumineuse.